Salut les amis, dans cette vidéo, on va faire le cours de logique et raisonnement pour les classes préparatoires scientifiques. Donc, on commence par la première partie qui est la logique et on propose une définition de ce que c'est une proposition ou bien une assertion. Alors, une proposition, on dit aussi assertion, est une phrase à laquelle on peut attribuer une et une seule des deux valeurs logiques, vraie ou fausse. Donc, par exemple, je vais vous donner quelques exemples d'assertion. Par exemple, si je fais 1 inférieur ou égal à 2, donc ça, c'est une phrase mathématique. Et donc, c'est une proposition qui est vraie. Bon, un autre exemple. Par exemple, si je mets racine de 2 appartient à Q, donc ça, c'est une phrase qui est fausse. Donc, c'est une proposition fausse. On passe ensuite à la définition de fonction propositionnelle. Donc, une fonction propositionnelle est une expression contenant une ou plusieurs variables libres et qui est susceptible de devenir une proposition vraie ou fausse si l'on attribue à ces variables certaines valeurs particulières ou si on lie ces variables par des quantificateurs. Donc, voici un exemple. Donc, je mets par exemple P de x, c'est la phrase x carré plus x plus 1 égale à 0. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de définir une fonction P qui est définie sur un ensemble E. Donc ici, l'ensemble, c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre x. Par exemple, je peux la définir sur R. Donc de R vers l'ensemble d'arrivée, c'est l'ensemble des propositions. Donc, qui à chaque x fait associer une proposition P de x. Alors, là, si j'attribue à x des valeurs, donc par exemple, ici 0, donc j'obtiens une proposition. Donc, j'obtiens une proposition qui dit que 1 égale à 0, donc qui est une proposition qui est fausse. Voilà. Par contre, si j'attribue à x, donc, et on travaille là dans C, parce que x peut prendre aussi des valeurs complexes. Donc, P de J, c'est la phrase J au carré plus J plus 1 égale à 0. Avec J, c'est la racine troisième de l'unité qui vaut exponentielle de J pi sur 3. Donc, ça, c'est une phrase qui est vraie. Voilà, parce que on sait que G au carré plus J plus 1, donc ça, c'est la somme de racines troisième de l'unité, c'est que la somme des racines de l'unité c'est 0, ou bien aussi parce que ça vaut j à la puissance 3 sur j moins 1, donc, puisque c'est une progression géométrique, donc j à la puissance 3 c'est 1, donc c'est 1 moins 1 sur j moins 1, donc c'est 0, donc c'est une proposition vraie. Voilà, on passe ensuite à la définition des quantificateurs. Donc, donc ici, pour être plus clair, il faut dire soit la fonction propositionnelle qui à chaque x fait associer p de x, une fonction propositionnelle sur un ensemble E, parce que p de x normalement c'est une proposition. Alors, cette phrase qu'on lit pour tout x dans E, p de x, est une proposition qui signifie que pour tout élément x fixé dans E, la proposition p de x est vraie. Alors ce symbole, on le lit
pour tout, ou bien quel que soit, et on l'appelle le quantificateur universel. Ensuite, cette phrase, c'est une proposition qui signifie qu'il existe au moins un élément X appartenant à l'ensemble E, tel que la proposition P de X est vraie. Donc ce symbole, il se lit, il existe, et on l'appelle le quantificateur existentiel. Il y a aussi ce symbole qui se lit, il existe un unique, ou bien il existe un et un seul, et on l'utilise pour exprimer l'existence et l'unicité à la fois. Bon, voici quelques exemples. Alors, la proposition est la suivante. Pour tout x dans R, il existe y dans R, tel que x inférieur ou égal à y. Donc ça, c'est une proposition qui est vraie. Donc parce que si on fixe un x dans R, on peut toujours trouver un nombre réel qui est supérieur à x. Par contre, si on modifie l'ordre des quantificateurs, donc par exemple on met il existe y dans R, tel que pour tout x dans R, x inférieur ou égal à y. Donc là, du coup, la proposition est fausse, parce que cette proposition, ça signifie qu'il y a un nombre réel qui est supérieur à tous les nombres réels, à tous les autres nombres réels, donc ce qui est faux, parce que l'ensemble R n'est pas un ensemble majoré. Donc en particulier, grâce à ces deux propositions, on remarque que l'ordre des quantificateurs est important. Donc on a juste changé l'ordre, et voilà, du coup, on n'a pas eu la même phrase. Maintenant, pour le quantificateur, il existe un unique. Donc, si je mets pour tout x dans R, il existe un unique y qui appartient à R, tel que x inférieur ou égal à x inférieur ou égal à y. Donc, ça, c'est une proposition qui est fausse, parce que pour un x fixé dans R, il n'y a pas uniquement un seul nombre réel qui est supérieur à x, mais il y a une infinité de nombres réels qui sont supérieurs à x. Voilà, on passe ensuite à une autre partie qui est celle des connecteurs logiques et le ou, l'implication et l'équivalence. Alors, donc tout d'abord, on commence par la négation. Donc le symbole qu'on utilise pour la négation d'une proposition, c'est le bar. Ou bien aussi, on peut écrire non P. On utilise aussi non P. Bien aussi, on utilise aussi ce symbole-là et on lit non P. Alors, la négation d'une proposition P, il suffit d'inverser la valeur de vérité de la proposition P. Donc P ici est vrai, donc elle devient fausse ici. Si vrai, ça devient faux, donc faux, faux. Maintenant, pour la conjonction, P et Q. Alors, on a P, c'est une proposition, Q est une proposition. P et Q, c'est aussi une proposition. Alors, P et Q, c'est une proposition qui est vraie uniquement lorsque les deux propositions P et Q sont vraies. Donc, c'est-à-dire ici. Par contre, dans les autres cas, au moins l'une des deux est fausse, donc la conjonction est fausse. Alors, maintenant pour la disjonction, le ou. Alors, P ou Q est une proposition qui est fausse uniquement lorsque les deux propositions P et Q sont fausses. Donc, elle sera fausse uniquement dans ce cas-là. Dans les autres cas, au moins l'une des propositions P et Q est vraie. Donc, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Alors, maintenant pour l'implication, donc ce symbole-là, on lit P implique Q. Donc, par définition,
de cette proposition, c'est uniquement la proposition non P ou Q. Donc, la valeur de vérité de P implique Q, c'est la même valeur de vérité de la proposition non P ou Q. Alors, on sait que ça, c'est faux uniquement lorsque non P est fausse et Q est fausse, c'est-à-dire elle est fausse uniquement lorsque Q est fausse et P est vrai. Donc, ça sera lorsque P est vrai et Q est fausse, c'est-à-dire ici. Donc, on va retenir que l'implication est fausse uniquement lorsque la première proposition est vraie et la deuxième est fausse. C'est-à-dire, on va résumer ça en disant que vrai n'implique pas faux. Voilà. Donc ça c'est vrai, les autres cas sont vrais. Maintenant pour l'équivalence. Donc l'équivalence n'est autre qu'une double implication. Donc P équivalent à Q, ça veut dire que P implique Q et Q implique P. Donc, et l'équivalence, elle est vraie si les deux propositions P et Q ont la même valeur de vérité. Par exemple, ici, P et Q sont toutes les deux vraies, donc ça c'est vrai. Et ici, P et Q sont toutes les deux fausses, donc l'équivalence est vraie. Dans les deux autres cas, c'est faux. Voilà, d'où on obtient cette définition. Deux propositions sont équivalentes lorsqu'elles ont la même valeur de vérité. Voilà. Ensuite, on va découvrir quelques propriétés des quantificateurs. Donc la première propriété, c'est la commutativité du et. Donc on peut permuter le Q et le P. De même, la commutativité du OU. L'associativité du et. Donc l'associativité, ça signifie qu'on peut mettre les parenthèses là où on veut. Donc par exemple ici, je peux mettre P et Q et R. Donc j'ai changé l'ordre, j'ai changé la position des parenthèses. Donc ensuite l'associativité du OU. Donc on peut modifier la position des parenthèses. Voilà. Ensuite, il y a la propriété dite le et est distributif par rapport à OU. Donc pour bien appliquer la distributivité, il suffit de se rappeler que la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Ainsi, on a par exemple x fois y plus z. Donc si on développe, c'est x fois y plus x fois z. Donc c'est exactement la même chose qu'on va faire par rapport à et le ou. Donc on a P et Q. Donc le et c'est comme si l'on a ici un fois et le ou c'est comme si on a un plus. Donc voilà, O, P et R. Ensuite, OU est distributive par rapport à et. Donc ici c'est comme si on a la multiplication et ici le et c'est comme un plus. Et appliquons la distributivité. Donc ça va faire P au Q et P au R. Voilà. On passe ensuite aux lois de Morgan. Donc une proposition, donc sa négation, c'est c'est ce qu'on note P bar ou bien non P. Voilà, bien non P. Alors la négation de P et Q, d'après les lois de Morgan, c'est non P ou Q. Au Q bar, pardon. Donc pour le vérifier, il suffit de poser une petite table de vérité. Alors, idem pour P ou Q, la négation c'est P et Q bar.
Voilà, donc. Bon, par exemple, si on a par exemple racine de 2 appartient à Q et 1 appartient à N, donc la négation de ça, c'est équivalent à, bon, racine de 2 n'appartient pas à Q ou 1 n'appartient pas à N. Donc maintenant, pour formuler la négation d'une assertion, donc dans la formulation, donc le ou, bon, je vais vous montrer ça sur des exemples. Donc il suffit de changer le ou par un et. Le quantificateur universel, on le change par le quantificateur existentiel. Donc inférieur ou égal, ça devient strictement. Inférieur strictement, ça devient supérieur ou égal. Appartient, ça devient n'appartient pas. Inclus n'est pas inclus. Et égal, ça devient différent. Donc, on va découvrir ceci sur cet exemple. Donc, par exemple, on a la proposition. La première proposition, c'est qu'il existe x dans R tel que x supérieur strictement à 0. Donc, comme on vient de le dire, il existe, ça devient quel que soit. Donc, x, et il faut faire attention. Par exemple, ici, on a le symbole appartient, mais qui est attaché avec le quantificateur existentiel. Donc ça, on le touche pas. Donc, on le laisse, il est quel que soit x appartenant à R, et on a x supérieur strictement à 0, donc x, ça devient inférieur ou égal à 0. Donc maintenant, pour formuler la négation de cette proposition, alors, quel que soit, ça devient il existe, donc il existe n, appartient, on le touche pas parce qu'il est attaché avec le quantificateur, donc il existe n qui appartient à n, tel que, donc ça, c'est une proposition, donc on va utiliser les lois de Morgan. Donc on a n égale à 2, donc du coup c'est n différent de 1. Le ou, ça devient et ici n appartient à z. Donc du coup, dans la négation, n n'appartient pas à z. Donc ici n'appartient pas, on l'a changé parce qu'il n'est pas lié avec un quantificateur. C'est pas comme c'est les deux cas ici. Alors, ensuite, donc on a pour tout epsilon supérieur strictement à 0, donc pour tout, ça devient il existe, epsilon, et il faut faire attention à ne pas toucher ce symbole-là, parce qu'il est aussi attaché avec le quantificateur. Donc on le laisse tel qu'il est, voilà. Alors, il existe, il existe, ça devient quel que soit x qui appartient à 0 plus l'infini. Alors, x plus 1 est inférieur ou égal à epsilon. Voilà. Et enfin, pour la dernière assertion, donc il s'agit là d'une implication. Il faut faire la négation d'une implication. Donc, comme on le sait, alors, P implique Q, ce n'est autre que la phrase non P ou Q. Donc, ça, c'est la phrase X n'appartient pas à Z. Ça, c'est non P, parce que ça, c'est P, et ça, c'est Q. Voilà, donc non P ou X appartient à N. Et maintenant, ça sera facile de faire la négation. Donc, il faut juste faire il existe X qui est supérieur strictement à 0. Et on utilise les lois de Morgan. Donc, X
la négation de x n'appartient pas à z, c'est-à-dire x appartient à z. La négation de ou c'est et ici, la négation de x appartient à n, ça veut dire x n'appartient pas à. Voilà, donc si vous voulez faire la négation d'une implication, voilà, appliquez la définition de l'implication qui est non P ou Q. Et maintenant, on passe à la deuxième partie de ce cours, qui est le raisonnement. Donc, et d'abord, on va étudier comment prouver une implication. Donc, on a l'implication P implique Q. Alors, la première méthode pour montrer ce genre d'implication, c'est d'utiliser un raisonnement direct. On dit aussi raisonnement par déduction successive. Donc, la méthode, ça consiste à supposer que P est vrai, et par des déductions successives, on montre que Q est aussi vrai. Donc, voici un exercice d'application. Donc, déjà là, ce sont des exercices simples, mais vous pouvez retrouver des exercices qui sont plus complexes dans notre site coinprepa.com. Donc, la question, montrer que pour tout n dans Z, alors n impair implique 8 divise n au carré moins 1. Alors, la démarche, ça consiste d'abord, on ne travaille pas avec quel que soit n dans Z, il faut fixer n, un entier naturel. Puis, comme on vient de le dire ici, on suppose que cette proposition est vraie. Donc, on suppose que n est impair. Et par des déductions successives, il faut montrer que 8 divise n au carré moins 1. Donc, n est impair. Alors, il existe k dans Z, tel que n est égal 2k plus 1. Donc, on calcule maintenant n au carré. Donc, c'est 2k plus 1, le tout au carré. Donc, c'est 4k au carré. C'est une identité remarquable, plus 4k plus 1. Donc, ceci est égal. Donc, n au carré moins 1, c'est égal à 4k au carré plus 4k. Donc, qui est égal à 4 fois k plus 1. Alors, on a ici deux entiers consécutifs, k et k plus 1. Donc, on sait que le produit de deux entiers consécutifs est un nombre pair. Donc ça, on peut le poser, c'est 2k'. Donc tout ça, c'est égal à 2 fois 2k', c'est-à-dire 8k'. Donc ceci, c'est par définition de la divisibilité dans Z. Alors on arrive à 8 divise n au carré moins 1. Et on passe ensuite à la deuxième méthode pour montrer l'implication P implique Q. Donc, il suffit d'utiliser la contraposée. Donc, la contraposée de cette implication, c'est celle. C'est non Q implique non P. Donc, ces deux propositions sont équivalentes. Donc, voici comme application. Donc, il faut montrer ceci. Alors, donc, essayons d'abord de faire cet exercice avec la méthode, la première méthode, c'est-à-dire avec l'implication, avec déduction successive sans utiliser la contraposée. Donc, on va dire soit n dans Z. Donc, on supposons que n au carré est impair. Donc, on aura il existe un k tel que n au carré, c'est 2k plus 1. Donc, n, c'est racine de 2k plus 1. Donc, et si on fait comme ça, on n'aura pas de méthode pour arriver à prouver que n est impair. Donc, du coup, la méthode des déductions successives, ou bien l'implication directe, ça marche pas. On va montrer la contraposée, c'est-à-dire montrant que, quel que soit n, dans Z. Donc, la contraposée de cette implication, c'est
la négation de ça, c'est-à-dire la négation de n est impair et que n est pair, implique que n au carré est pair. Donc, pour montrer ça, on ne travaille pas avec quel que soit, il faut fixer un entier n. Ensuite, on suppose que ça c'est vrai. Donc, c'est-à-dire on suppose que n est pair. Donc, il existe un entier tel que n s'écrit sous la forme 2 fois k. Donc, n au carré, c'est 4k au carré. Donc, et c'est un entier pair. Voilà. Donc, par la contraposée, quel que soit n dans z, n au carré est impair, implique que n est impair. Voilà. Maintenant, on va présenter ce que c'est que des conditions nécessaires et des conditions suffisantes dans une implication. Donc, si on a une implication P implique Q, alors Q est dite une condition nécessaire pour P. Autrement dit, si P est vrai, alors nécessairement Q est vrai. Et P, elle est dite une condition suffisante pour Q. Autrement dit, pour que Q soit vrai, il suffit que P soit vrai. Donc, présentons un exemple. Par exemple, on a l'implication, quel que soit n dans R, si n appartient à n, alors n appartient à R+. Voilà. Donc ça, c'est une implication qui est vraie. Et donc, on a n appartient à R+, est une condition nécessaire pour n appartient à n, et on a n appartient à n est une condition suffisante pour que n appartient à R+. Alors, et le fait de dire que Q est une condition nécessaire et suffisante pour P, donc ça veut dire à la fois on a les deux implications, on a P implique Q et aussi on a Q implique P. Donc cela signifie que P est équivalent à Q. Donc condition nécessaire et suffisante, ça veut dire il y a l'équivalence. Bon, ensuite on va exposer les méthodes pour montrer des équivalences. On commence par la première méthode. Il s'agit du raisonnement par implication directe et implication réciproque. Donc, pour montrer que P est équivalent à Q, on montre d'abord que P implique Q, puis on montre que Q implique P. Donc, ça, c'est là l'implication directe. Ça s'appelle l'implication réciproque. Donc, voici un exercice d'application. Donc, corrigeons cet exercice. Alors, donc, on a ici une équivalence, donc on va faire l'implication directe, donc c'est déjà fait. Ça, on vient de le faire dans l'exercice précédent. C'est déjà fait. Donc il reste à montrer l'implication réciproque. L'implication réciproque, c'est-à-dire n impair, alors n au carré est impair. Donc pour montrer l'implication réciproque, donc, voilà. On va dire montrons que, quel que soit n dans z, n impair implique que n au carré est impair. Alors, on va dire soit n dans z, on va fixer n dans z, on suppose que n est impair, donc il existe qu'un n entier, tel que n est égal à 2k plus 1. Donc,
n au carré est égal à 4k au carré plus 4k plus 1. Donc c'est égal à 2 fois 2k au carré plus 2k plus 1. Donc on peut poser ça, c'est un k'. Donc on est devant un entier impair. Donc ça c'est impair. Voilà. Donc ainsi, on vient de montrer que pour tout n dans Z, n est impair, implique que n au carré est impair. Donc la conclusion, c'est d'après les deux, l'implication directe et l'implication réciproque. Donc on vient de prouver que pour tout entier n au carré impair, équivalent à dire que n est impair. Et voilà. Donc maintenant, on va présenter la deuxième méthode pour montrer l'équivalence entre deux propositions. Donc il s'agit du raisonnement par équivalence successive. Donc ça c'est un raisonnement direct pour montrer que P équivalent à Q. Voilà, on développe ces équivalences. Donc on trouve P équivalent à une proposition Q1, puis Q1 est équivalente à une proposition Q2, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à Qn-1 équivalente à une proposition Qn, et enfin Qn équivalent à la proposition Q. Donc, la conclusion qu'on tire de ça, on aboutit à P équivalent à Q. Donc voici un exercice d'application, voilà, pour montrer. Donc on cherche à montrer cette équivalence directement sans passer par une double implication. Donc on a quel que soit x dans R+, c'est-à-dire on va fixer le x dans R+. Alors, et on commence, x égale racine de x plus 2, donc c'est équivalent. On peut mettre au carré. Donc ça va faire x plus 2. Donc c'est équivalent à x carré moins x moins 2 égale à 0. Alors, c'est une équation du deuxième degré. Donc on va trouver deux solutions. Donc à savoir x égale à 2. Donc équivalent à x appartient à 2. Et aussi x égale à moins 1. Moins 1 est aussi une solution. Donc ceci est équivalent, puisque le x est dans R+, ceci est équivalent à x égale à 2. Et la dernière méthode pour montrer l'équivalence, c'est d'utiliser l'équivalence entre ces deux propositions, P équivalent à Q et non P équivalent à non Q. Donc voici un exercice d'application. Donc on a déjà montré que pour tout n dans Z, n au carré impair, équivalent à dire que n est impair. Ça, c'est déjà fait. Donc, on peut utiliser la négation. Voilà, comme ça, parce que ces deux propositions ont la même valeur de vérité. Donc, ce qui fait, pour tout n dans Z, n au carré est pair, équivalent à dire que n est pair. Donc voilà. Ensuite, on va exposer quelques modes de raisonnement. Donc on commence par le raisonnement par l'absurde. Alors, pour montrer qu'une proposition est vraie, donc en utilisant le raisonnement par l'absurde, on suppose que la proposition non P est vraie et on cherche une contradiction. Alors l'exercice classique, voilà, au niveau de ce raisonnement, c'est le fait de montrer que racine de 2 est irrationnelle. Donc montrant que racine de 2 n'appartient pas à Q en utilisant un raisonnement par l'absurde. Donc on suppose par
l'absurde que racine de 2 appartient à Q. Donc, par définition d'un rationnel, donc, il existe P et Q. Donc, je peux prendre une étoile parce que racine de 2, c'est positif. Donc, tel que racine de 2, c'est P sur Q avec le PGCD de P et Q, c'est 1. C'est-à-dire P et Q sont premiers entre eux. Autrement dit, pourquoi cette hypothèse? C'est-à-dire, nous avons pris une fraction irréductible. Alors, donc, on va mettre au carré. Voilà, ici. Donc, on va avoir 2Q au carré égale à P au carré. Voilà, donc, P au carré est pair. Et d'après l'exercice qu'on vient de faire, P au carré est pair est équivalent à dire que P est pair. Donc, P est pair, donc, il existe un entier K, un entier naturel, voilà, tel que P est égal de 2K. Voilà. Donc, on va injecter dans cette égalité. Donc, pour avoir 2Q au carré est égal à 4K au carré. Puis, on va simplifier. On simplifie par 2. Donc, on va avoir Q au carré est égal à 2K au carré. Donc, par le même principe, on a Q au carré est pair, donc Q est pair. Alors, on vient d'avoir P est pair, Q est pair, donc 2 est un diviseur commun de P et Q, ce qui est impossible, car le PGCD de P et Q, c'est 1. Donc, ce qu'on vient de trouver est absurde, donc racine de 2 n'appartient pas à Q. Alors, on va présenter un autre type de raisonnement qui est le raisonnement par disjonction des cas. Et on va le faire à travers cet exercice d'application. Il s'agit de montrer qu'il existe deux irrationnels, x et y, tels que x à la puissance y est un rationnel. Alors, déjà, si on fait un petit brouillon, donc si on cherche deux nombres irrationnels, donc un irrationnel le plus célèbre, c'est racine de 2. Donc on a racine de 2 appartient à R moins Q. Alors, supposons si on pose x égale à y égale racine de 2. Alors, il y a deux cas. Donc on peut avoir racine de 2 à la puissance racine de 2 appartient à Q. Et on peut avoir aussi racine de 2 à la puissance racine de 2 n'appartient pas à Q, c'est-à-dire appartient à R moins Q. Alors, donc, et c'est sur ces deux cas de figure qu'on va faire notre disjonction des cas. Alors, on va maintenant faire la rédaction. Donc, le premier cas, si racine de 2 à la puissance racine de 2 appartient à Q, alors, le couple x et y, si je prends x, c'est racine de 2, et y aussi, c'est racine de 2, ce couple convient. On a racine de 2, c'est un irrationnel, racine de 2, c'est un irrationnel, mais racine de 2 à la puissance racine de 2, c'est un rationnel. Donc, c'est un couple qui convient. Alors, le deuxième cas, donc si racine de 2 à la puissance racine de 2 appartient à R moins Q. Car il y a juste ces deux possibilités. Soit il appartient à Q, c'est-à-dire soit c'est un rationnel, soit c'est un irrationnel. Voilà. Alors, on a racine de 2 à la puissance racine de 2. Le tout à la puissance racine de 2, c'est racine de 2 au carré. Donc c'est racine de 2 fois racine de 2. C'est racine de 2 au carré. Donc c'est 2. Donc ça appartient à Q.
alors le couple xy, il suffit de prendre x, c'est racine de 2 à la puissance racine de 2, et prendre y, c'est racine de 2. Donc ce couple-là, il convient parfaitement. Maintenant, on va présenter le raisonnement par analyse-synthèse. On l'utilise souvent pour chercher l'ensemble des solutions d'un problème. Donc, il se déroule en 2 étapes. La première étape, c'est celle de l'analyse. Donc, on raisonne sur une hypothétique solution du problème et on accumule les déductions de propriétés qu'elle doit vérifier du seul fait qu'elle est solution. On dit qu'on a trouvé des conditions nécessaires. Donc, en gros, l'étape de l'analyse, ça consiste à trouver des conditions nécessaires, puis on passe à l'étape de la synthèse, dans laquelle on examine tous les objets vérifiant les conditions nécessaires accumulées, qui sont les seuls candidats pouvant être des solutions, et on détermine parmi eux lesquels sont réellement des solutions. Donc, en gros, dans l'étape de la synthèse, on cherche parmi les conditions nécessaires trouvées dans l'étape de l'analyse, lesquelles sont aussi suffisantes. Alors, on va faire un exercice d'application. Donc, c'est un exercice célèbre qui repose sur le principe de l'analyse-synthèse. Donc, montrer que toute fonction définie de R dans R se décompose de façon unique en la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Donc, commençons notre raisonnement. Tout d'abord, on va faire l'étape de l'analyse. Alors, on va prendre une fonction f qui va de R dans R, et on va commencer notre raisonnement par analyse-synthèse. On commence par l'étape de l'analyse. Donc, dans l'étape de l'analyse, on va supposer qu'il y a que f, effectivement, se décompose comme somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Donc, on suppose que f égale à p plus i avec p est une fonction paire et i c'est une fonction impaire. Alors, le but, ça sera de trouver une condition nécessaire sur p et sur i. Alors, donc, quel que soit x dans R, on peut écrire f de x, c'est p de x plus i de x, et f de moins x, c'est p de moins x plus i de moins x. Alors, puisque p est paire, donc c'est p de x, et puisque i est impair, c'est moins i de x. Alors, ensuite, on va trouver l'expression de p et de i. Alors, il suffit de faire la somme de ça avec ça. Donc, si on fait la somme, il y a le i qui va se simplifier et on aura 2px égale à f de x plus f de moins x. Donc, en gros, p de x, ça fait f de x plus f de moins x sur 2. Et pour l'expression de i, donc il suffit de faire la différence, faire ça, moins ça. Voilà, ça moins ça. Donc, on va avoir i de x, c'est f de x moins f de moins x sur 2. Et voilà, en fait, c'est ça notre condition nécessaire. Donc, maintenant, on passe à l'étape de la synthèse et on va vérifier si cette condition nécessaire est aussi suffisante. Donc, pour qu'elle soit suffisante, il faut tout d'abord vérifier que f, c'est p plus i. Donc, on a pour tout x. Donc, voilà, tout d'abord, on va prendre comme point de départ notre condition nécessaire qu'on vient de trouver dans l'étape de l'analyse. C'est-à-dire, on pose. Donc, on va poser ça. Donc, je vais juste faire copier et coller. Voilà. D'accord. Alors, donc, quel que soit x dans R, p de x plus i de x. Donc, si je fais la somme, je vois qu'il y a f de moins x qui va se simplifier pour donner f de x. Voilà, donc,
première chose, f c'est p plus i. Donc effectivement, la somme de p et i c'est f, c'est-à-dire f est la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Mais jusqu'à présent, parce qu'on a juste posé ça, donc on ne sait pas si p est une fonction paire et si i est une fonction impaire. Donc on va montrer que p est paire et i est impaire. Donc pour cela, on a le domaine de définition de p, c'est égal au domaine de définition de la fonction i, c'est R, donc qui est un domaine symétrique par rapport à 0. Symétrique par rapport à 0. La deuxième chose, pour tout x dans R, p de moins x, donc si je remplace dans l'expression de p, donc ça va faire f de moins x plus f de moins x sur 2, donc ça fait, tu calcules fait, donc ça fait p de x. Et pour i de moins x, c'est f de moins x moins f de x sur 2, donc ça fait moins i de x. Donc, ceci est suffisant pour conclure que p est paire et i est une fonction impaire. Alors, je reviens juste à l'étape de l'analyse pour pour mentionner quelque chose de très important. Donc ici, on a trouvé une expression unique de p. Et de même, on a trouvé une expression unique de x. Donc, on a aussi dans l'étape de l'analyse prouvé que l'unicité de p et de i sous réserve d'existence. Donc, on a prouvé aussi l'unicité. Alors, il ne reste plus que de faire la conclusion. La conclusion, c'est que, voilà, je vais la faire oralement. Toute fonction f de R dans R se décompose de façon unique en la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Et enfin, on va maintenant présenter le raisonnement par récurrence. Donc, on va voir trois types de récurrence. Tout d'abord, la récurrence simple, c'est ce que vous avez fait au niveau du lycée. Donc, pour montrer que quel que soit n supérieur à n, 0, une propriété Pn est vraie par récurrence. Voilà, ça repose sur trois étapes, l'initialisation, l'hérédité et puis la conclusion. Donc ça, vous l'avez déjà fait au lycée. Donc je vais juste le présenter à travers un exercice. Voilà, comme un petit rappel de la récurrence simple. Alors, donc on fait l'étape de l'initialisation. Donc ici, le premier indice, c'est n égale à 0. Donc, on va dire initialisation pour n égale à 0. Voilà, on a 2 à la puissance 0, donc c'est 1, donc c'est supérieur strictement à 0. Donc la propriété est vraie pour n égale à 0. Donc ensuite l'hérédité, donc on va fixer tout d'abord un entier, et on suppose que la propriété est vraie pour cet entier. Donc c'est-à-dire on suppose que 2 à la puissance n est supérieur strictement à n. Alors, le but, c'est de montrer que 2 à la puissance n plus 1, c'est supérieur strictement à n plus 1. Alors, donc, on a 2 à la puissance n plus 1, c'est 2 fois 2 à la puissance n. Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, ça, c'est supérieur à 2 à la puissance n. Voilà, qui est égal n plus, donc qui est égal à n plus n. Donc ça, c'est, on a dit, c'est par l'hypothèse de récurrence. Alors, et là, on peut dire que c'est supérieur à n. Et là, on va distinguer deux cas. Le cas n supérieur à 1 et le cas n égale à 0. Donc, voilà, comme ça, on peut faire un encadrement. Donc, premier cas, si n supérieur ou égal à 1. Donc, si n supérieur ou égal à 1, donc on a l'encadrement recherché. Donc, on a 2 à la puissance n plus 1 supérieur à
supérieur strictement à n plus 1. Maintenant, pour le deuxième cas, si n égale à 0, alors 2 à la puissance n plus 1, ça fait C2, donc qui est supérieur strictement à 2n, donc qui est égal à 0. Voilà, donc la conclusion de ces deux cas, la conclusion c'est dans les deux cas, 2 à la puissance n supérieur strictement à 2n. Voilà, et maintenant on fait la conclusion du raisonnement par récurrence, c'est par le principe de la récurrence pour tout n non n, 2 à la puissance n supérieur strictement à n. Voilà, donc ça c'est la récurrence simple. Donc maintenant on passe au deuxième type de récurrence, c'est la récurrence à pas multiple. Donc on a ici K un entier naturel non nul. Donc pour montrer par récurrence à K pas qu'une propriété Pn est vraie pour tout entier n supérieur ou égal à n0, on suit les trois étapes suivantes. Donc il y a aussi trois étapes, initialisation, hérédité et conclusion. Donc dans l'étape de l'initialisation, on vérifie que Pn0, Pn0 plus 1, et ainsi de suite jusqu'à Pn0 plus K moins 1 sont vrais. Ici, il y a K proposition. K proposition. Cela veut dire, par exemple, si K égale à 2, il faut montrer que Pn0 et Pn0 plus 1 sont vrais. Pour une récurrence à 3 pas, c'est-à-dire K égale à 3, il faut vérifier que Pn0, Pn0 plus 1 et Pn0 plus 2 sont vrais. Et ainsi de suite. Donc, ensuite, l'étape de l'hérédité. Donc, comme d'habitude, on fixe un entier naturel n supérieur à n0. Mais là, on ne se contente pas de supposer que Pn est vrai et on montre que Pn plus 1 est vrai. Non, il faut supposer Pn plus 1 jusqu'à Pn plus K moins 1. Donc, là aussi, il y a K proposition. Donc, par exemple, si on fait la récurrence double, c'est-à-dire la récurrence à deux pas, donc il faut supposer que Pn est vrai et Pn plus 1 est vrai, et il faut montrer que Pn plus 2 est vrai. Si on fait la récurrence à trois pas, donc il faut supposer que Pn est vrai, Pn plus 1 est vrai, et Pn plus 2 est vrai, donc, et montrer que Pn plus 3 est vrai. Et ainsi de suite. Et voilà, après l'étape de la conclusion, on montre que pour tout entier supérieur à 1,0, on a la propriété Pn. Alors, donc voici un exercice dans lequel on va appliquer ce genre de raisonnement. Dans cet exercice, on va faire une récurrence double, c'est-à-dire une récurrence à deux pas. Voilà. Donc, on a une suite U0, U1, et on a l'expression de la suite. Donc, montrer que pour tout n dans n, UN est supérieur à 0. Alors, tout d'abord, pourquoi ici on doit penser à utiliser une récurrence à deux pas? Parce que pour avoir l'expression ici de UN, on a besoin de l'information sur sur les deux termes qui précèdent UN plus 2. Donc, pour avoir UN plus 2, il faut avoir une information sur UN plus 1 et une information sur UN. Donc, dans ce genre de situation, pensez à utiliser une récurrence à deux pas. Si on avait par exemple UN plus 3 égale à UN plus 2 plus UN plus 1 plus UN, donc pour avoir une information sur UN plus 3, il faut avoir les trois termes qui précèdent l'indice N plus 3.
faut avoir les trois indices qui précèdent l'indice 1 plus 3. Donc, dans ce genre de situation, il faut penser à utiliser une récurrence à 3 pas. Voilà. Donc, appliquons notre récurrence double. Donc, pour l'étape de l'initialisation, donc on a pour l'initialisation, donc il faut vérifier que Pn0 et Pn0 plus 1 sont vrais. Donc on a U0 égale à 0, donc c'est supérieur ou égal à 0, et on a U1 qui vaut 1, donc c'est supérieur ou égal à 0. Donc ça c'est vrai. Donc on passe à l'étape de l'hérédité. Donc soit n un entier naturel, on suppose que un supérieur ou égal à 0, mais on doit supposer également que un plus 1 est supérieur ou égal à 0. Donc, il faut avoir deux propositions ici. Donc, et on montre que un plus 2 est supérieur ou égal à 0. Donc, un plus 2, c'est un plus 1 plus un, donc c'est supérieur ou égal à 0 d'après l'hypothèse de récurrence, parce que ça c'est positif et ça c'est positif. Voilà. Donc, ensuite, la conclusion par une récurrence double, on vient de montrer que quel que soit n dans n, un supérieur ou égal à 0. Bon, ça c'était un exercice simple, mais je vous invite à voir notre série d'exercices sur le site coinprepa.com pour des exercices plus avancés. Et enfin, le dernier type de récurrence qu'on va aborder, c'est la récurrence forte. Donc pour montrer qu'une propriété, c'est la même chose, on cherche à montrer que quel que soit n supérieur à n 0, la propriété Pn est vraie. Donc là aussi, il y a trois étapes, les mêmes étapes, initialisation, hérédité et conclusion. L'étape de l'initialisation, c'est la même chose que dans la récurrence simple. Ce qui change, c'est l'étape de l'hérédité. Donc là, on fixe un entier n supérieur à n 0, donc comme d'habitude. C'est valable dans les trois types de récurrence qu'on a vus. La différence, en fait, c'est ça. On ne suppose pas uniquement que Pn est vrai, mais on suppose que pour tout cas, un entier naturel compris entre n0 et n, la propriété Pk est vraie. Et on montre que la propriété Pn plus 1 est vraie. Alors, et ensuite on fait la conclusion. Donc voici un exercice qui repose sur le principe de la récurrence forte. Donc on a une suite qui est définie comme ça. On a U1, c'est 1. Et pour tout n dans n étoile, voilà, on a un plus 1, c'est la somme de k allant de 1 jusqu'à n des uk, c'est-à-dire c'est cette somme. Le but, c'est de montrer que pour tout n dans n étoile, un est positif. Alors, tout d'abord, pourquoi on doit penser à utiliser une récurrence forte? C'est parce que pour avoir une information sur un, on n'a pas uniquement besoin de un-1 ou bien de un-2, mais on a besoin de tous les termes à partir du premier terme. Donc, pour avoir une idée sur un, il faut connaître un, il faut connaître u2, il faut connaître un-1. Voilà, donc dans ce genre de situation, il faut penser à utiliser une récurrence forte. Voilà, donc au niveau de l'étape de l'initialisation, donc on a le premier indice, c'est n égale à 1, oui. Donc pour n égale à 1, on a u1, voilà, c'est égal à 1, donc c'est supérieur ou égal à 0. Donc maintenant l'étape de l'hérédité, donc on va fixer n, un entier naturel non nul. Donc on suppose, on ne va pas supposer uniquement un, mais on suppose que quel que soit k, compris entre le premier indice, qui est n égale à 1, et l'entier qu'on a fixé, c'est-à-dire n. Alors, uk, la propriété est vraie à l'ordre k, c'est-à-dire uk supérieur ou égal à 0. Donc c'est ça la propriété, ça représente la propriété pk.
Voilà. Donc, c'est ça, ça représente notre hypothèse. Ça, c'est notre hypothèse de récurrence. Alors, maintenant, il faut montrer que UN plus 1 est positif. Donc, pour cela, on a UN plus 1, c'est la somme de k allant de 1 jusqu'à n plus 1, jusqu'à n de UK. Voilà, donc d'après l'hypothèse de récurrence, d'après notre hypothèse de récurrence, donc par hypothèse de récurrence, ça c'est supérieur ou égal à 0. Donc, UN plus 1, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, il ne reste plus que de faire la conclusion. Donc, la conclusion par le principe de la récurrence forte, pour tout n dans n étoile, UN est supérieur ou égal à 0.